va, pour essayer de comprendre, accueillir ce soir, tout de suite, maintenant, Pascal Drouot. Pascal Drouot, avancez-vous. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Vous êtes expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul et président de l'association France-Amérique latine, auteur de FARC, Confession d'un guerriero, aux éditions Choiseul. Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Alors, on voudrait savoir ce que Donald Trump veut vraiment de ces pays d'Amérique centrale et du Sud. Est-ce que, par exemple, le but de Donald Trump serait, enfin un des buts, de les inciter à choisir plutôt les États-Unis contre la Chine, puisque c'est l'autre grande puissance qui est extrêmement présente dans cette zone. Oui, absolument. Je crois qu'il y a en fait une approche double. Tout d'abord, un hyper-pragmatisme, c'est la géographie. L'Amérique centrale et avec elle l'Amérique du Sud, c'est le backyard. Le précaré. Le précaré, le jardin de l'arrière des États-Unis. Les vagues migratoires passent par l'Amérique centrale. Mais il y a également, évidemment, une approche globale qui vise à contrecarrer, c'est le containment. Oui. À stopper, bloquer la progression chinoise. Voilà. Et les États-Unis sont loin derrière. Le niveau de commerce chinois avec l'Amérique latine, c'est cette année près de 500 milliards. Donc vous êtes en train de nous dire véritablement, pour que nous, les téléspectatrices et les téléspectateurs comprennent bien, quelle est l'importance de cette présence chinoise en Amérique centrale et du Sud? Par quoi se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par une présence au niveau des infrastructures très grande. Les ports? Les ports. Justement, permettez-moi de vous montrer l'image qu'on avait déjà montrée ici sur LCI, le port de Chankay, c'est au Pérou. Absolument. Ce port, en fait, il a été ouvert notamment par les Chinois. Il est en eau profonde, très profonde, ce qui est très utile pour le commerce, pour 1,3 milliard de dollars. Et ce port, encore une fois, il est stratégique parce qu'il relie la Chine à l'Amérique du Sud. C'est aussi contre ça que Donald Trump s'oppose aujourd'hui. On va voir les images dans un instant. Alors, à part des ports? Les ports, les infrastructures, les routes, tout ce qui touche à la gestion des villes, c'est un déferlement financier d'infrastructures depuis une vingtaine d'années, tout comme ça a été le cas en Afrique, d'une part. D'autre part, en fait, aujourd'hui, on voit bien que la position est extrêmement politique. C'est le grand retour des États-Unis en Amérique latine. Le continent latino-américain, ça a été le continent oublié pendant des années. Par les administrations précédentes? Oui. Des États-Unis. Depuis quand? Depuis quel président, selon vous? Ces 10 dernières années, ouais. Pas par Biden. Alors, Biden a organisé un sommet sur la prospérité en novembre 2023 à Washington qui n'a rien donné parce que la force politique n'était pas là. Et ce que fait Donald Trump aujourd'hui et la présence de Marco Rubio, c'est en fait très symbolique, c'est de l'image, mais ce sont des messages qui visent à introduire une rupture avec, en effet, l'administration précédente. Pourquoi dès le début du mandat, en plus? Bien sûr. Ça fait à peine 3 semaines que Donald Trump est là. Il a parlé du Panama. Le monde entier a compris de quoi il s'agissait. Quand il s'est accroché le week-end... Ils se sont précipités au Panama, là. Donc c'est une main tendue au Panama. Mais bien, les rapports sont tendus. On comprend parfaitement... Main tendue, mais rapport tendu. Oui, enfin, main tendue, je ne sais pas. En tout cas, une approche extrêmement symbolique, forte, et tout le monde a compris que c'était le retour des États-Unis sur le Panama et donc en Amérique latine. Rappelez-vous l'accrochage le week-end dernier avec Gustavo Petro, le président colombien, qui a fait un aller-retour sur ses positions en quelques heures. On va revenir d'ailleurs pays par pays parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Sylvie Berman. Oui, Sylvie Berman, vous qui connaissez si bien la Chine. Non, tout à fait. Il y a une véritable stratégie de la Chine depuis 2 décennies. Il faut savoir que les derniers pays qui reconnaissaient Taïwan et non pas la République populaire de Chine, c'était les pays précisément d'Amérique latine. Donc ils ont fait un énorme effort là-dessus. Donc comme ça a été indiqué, avec des financements, des infrastructures et autres. Mais aussi, il faut savoir que Xi Jinping s'est rendu plus souvent dans les pays d'Amérique latine que les 3 derniers présidents réunis, c'est-à-dire aussi bien Obama, Biden que Trump. C'est beaucoup plus loin et donc c'était effectivement
un véritable investissement. C'était à la fois le soft power et le hard power. Et c'est constatant cela que, effectivement, Donald Trump s'est dit qu'il allait mettre fin à ça. On parle constamment du retour à la doctrine Monroe, c'est-à-dire effectivement l'Amérique latine étant une zone d'influence pour les États-Unis. Le premier partenaire commercial du Brésil, c'est la Chine. C'est la par Chine. exemple. Alors, pour revenir à cette tournée du secrétaire d'État américain, on va partir au Salvador. Le Salvador, la visite a été moins tendue qu'au Panama, plus détendue, puisqu'il y a eu une promenade avec, je cite Marco Rubio, le dictateur le plus cool du monde. C'est ainsi que Marco Rubio appelle le président du Salvador, qui s'appelle Nayib Bukele, dont j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots. Mais surtout, ce que l'on comprend, c'est que ce président propose aux États-Unis d'aider les États-Unis avec sa prison vitrine de 40 000 places. Ouais. Donc il y a une prison au Salvador qui fait 40 000 places. Dites-nous en quelques mots, et en quoi cela va-t-il aider Donald Trump? Alors d'abord, les images dont vous parlez, ce sont des images qui ont été prises à la résidence présidentielle au lac de Coatepeque, qui est un endroit, c'est magnifique, idyllique. Et ça permet en effet de renvoyer une image soft sur des positions qui sont dures. Pourquoi? Nayib Bukele, il a été élu en 2019. Jeune président, 38 ans. C'est lui qui s'appelle le dictateur le plus cool du monde. Ah, c'est lui qui s'appelle comme ça. C'est lui. N'est-il pas d'origine syrienne? Alors, il est d'origine palestinienne, comme beaucoup en Amérique latine de personnalités, d'ailleurs, et de responsables politiques. Je pense à l'ancien leader Shafiq Andal du FMLN. Shafiq Andal avait des origines également palestiniennes. Ça n'a pas empêché Nayib Bukele de prendre position pour Israël dès le 7 octobre, à la suite des attentats du 7 octobre. Nayib Bukele, il a été élu sur une idée toute simple, rétablir la sécurité au Salvador. C'est devenu le modèle en Amérique latine. Pourquoi? Mais ça marche. Ça marche très très bien. Pourquoi? Vous qui avez connu justement des théâtres d'opération et de violences très fortes, on était dans un taux d'homicide de 106 pour 100 000. C'était le pays le plus dangereux au monde. Ça veut dire un assassinat chaque heure pendant des années. 2016, 17, 18, on est à 2,4. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un... C'est le grand succès de Nayib Bukele, qui en effet se heurtait aux maras. Pourquoi d'ailleurs il y a un lien aussi fort avec les États-Unis? Parce que les maras, les gangs, ils viennent justement des prisons américaines. Et ils ont été renvoyés des États-Unis tout au long des années, et en tout cas au Salvador, au lendemain de la signature de la paix en 1992, les accords de Chapultepec, qui ont transformé le pays et la région. Et tous ces gangs qui étaient aux États-Unis ont été renvoyés dans le pays. Donc c'est vrai que pendant 20 ans, au Salvador, les gangs ont prospéré, ont gagné les rues, sont arrivés à co-gérer certaines villes. La population n'en pouvait plus, alors qu'il y a eu des alternances politiques entre la gauche et la droite. Nayib Bukele a proposé un autre schéma en partant d'un élément tout simple, la sécurité. Et de la sécurité va naître l'attractivité économique. Le Salvador, c'est aujourd'hui le pays le plus dynamique dans une région, l'Amérique centrale, qui regroupe 60 millions d'habitants, grand comme la France, près de 500 000 km², et qui est évidemment stratégique. Donc il y a un nouveau modèle, et en effet, Bukele s'est adossé à l'administration américaine Trump 1-45, et en entretenant des liens. J'étais présent à son investiture. Ah, vous étiez présent dernier. L'investiture de Nayib Bukele 2, qui a été réélu. Et en juin, j'étais... ça, c'est... Pardon, monsieur Drouot, mais puis-je vous demander à quel titre? Comme expert du Salvador. Vous étiez invité? Observateur, mais bien sûr. Je vais au Salvador depuis 30 ans. Ah oui, vous êtes spécialiste. De toute façon, ça s'entend. Mais bien sûr, général, posez votre question. C'est absolument passionnant. Moi, j'ai cru comprendre qu'il avait obtenu ses résultats dans des conditions de droit un petit peu douteuses. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, c'est en effet ce que affirme, mais on est dans le cœur de la réalité d'aujourd'hui et du sujet dont vous avez parlé. Dans le cœur de la problématique politique, Nayib Bukele, il a remporté les résultats. La population, elle voulait de la sécurité. Les assassinats, on en a parlé, étaient extrêmement nombreux. Ça limitait l'économie, les déplacements, etc. Le Salvador, c'est un pays démocratique. Mais oui, il a pris des mesures avec le ministère de la Justice pour adosser
le rythme de la justice au rythme de la pourchasse des maras, des gangs, et ça a marché. Alors en effet, Madame Niva, il a créé la plus grande prison d'Amérique, qui s'appelle le CECOT, c'est le Centre de lutte contre le terrorisme. Pourquoi ? Parce que Nayib Bukele, qui a 42 ans là actuellement, Nayib Bukele, il a considéré que ces 10 dernières années, avec 41 000 assassinats, il y avait plus de morts que pendant la guerre civile dans le rapport Est-Ouest des années 80, et que le pays est en guerre contre les maras, contre les gangs, contre le narco, qu'il considère terroriste. Alors ça, c'est pour le Salvador. Aurélien Duchesne, il y a aussi le Guatemala, par lequel est passé Marco Rubio. Et là, on a tout simplement obtenu le droit pour les États-Unis d'utiliser les bases aériennes du Guatemala dans le cadre d'une coopération militaire. Voilà exactement le genre de deal aussi que cherche l'administration Trump aujourd'hui, c'est-à-dire assurer ce que certains ont du mal à faire, notamment la Chine, dans ces pays-là, assurer en tout cas une présence renforcée militaire. Oui, c'est d'ailleurs l'anti-modèle de ce qu'on avait évoqué il y a un mois, le Honduras, la présidente Xiomara Castro, qui avait menacé de suspendre, voire de fermer les bases militaires américaines face à la politique coercitive de Donald Trump. Qui ne l'a évidemment pas fait depuis. Mais... Absolument. Et là, on a donc des pays qui, dans le deal proposé par l'administration Trump, vont prendre par exemple davantage de leurs propres ressortissants. Je crois que ce serait une augmentation de 40% des ressortissants guatémaltèques qui seraient repris par leur pays. Donc voilà des récupérations. L'armée américaine qui va récupérer des immigrés clandestins pour les renvoyer au Guatemala contre un renforcement de la présence militaire guatémaltèque. J'ai une question pour M. Drouot. Est-ce qu'il est vrai, pour revenir par contre à M. Bukele, qui je crois avait dit devant le Parlement que Dieu lui avait parlé pour refaire sa guerre contre les narcos, est-ce qu'il est vrai qu'il aurait aussi un peu acheté les chefs narcos pour aussi un peu falsifier les statistiques criminelles? Avant votre réponse, je précise que Donald Trump a aussi mentionné la parole divine comme étant à l'origine de son élection, au passage. Oui, bien sûr, il y a cet environnement religieux qui est fort. Nayib Bukele, le Salvador, c'est pas une route de narcotrafic. Les maras, ce sont des gangs qui séquestraient, tuaient et géraient d'autres trafics. Les bouches d'égouts, par exemple, dans les villes, on n'y pense pas, etc. D'une part. Donc, je ne sais pas d'où viendrait cette information, mais je ne pense pas. Voilà. Ceci étant, maintenant, concernant le Guatemala, ça n'a pas été choisi au hasard. Le Guatemala, c'est un pays qui, déjà sous la première administration de Trump, bénéficiait du programme, ou bénéficiait, en tout cas avait été convenu, du programme de Surf Safe Country, les pays tiers sûrs, qui en effet avaient pour responsabilité de recevoir et d'enregistrer l'arrivée des migrants avant leur déplacement vers le nord, Mexique et États-Unis. Surf Safe Country, ça existe depuis des années. Le Guatemala est un pays clé parce qu'il est le pays qui fait la frontière avec le Mexique, parce que l'État n'a pas les moyens de sa présence sur l'ensemble du territoire, 100 000 km². Pourquoi ? D'abord parce que le niveau d'imposition est très bas, c'est 10%. Donc l'État, il n'a pas les moyens de se déployer sur l'ensemble du territoire, d'où là, par contre, une vraie présence du narco, notamment dans la région du Petén. Les Petén, on connaît tous, c'est là où il y a les plus belles ruines Maya. Pascal Drouot, revenons un instant au canal de Panama et écoutons ce qu'a dit lors de sa visite, justement, le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Je ne suis pas confus au sujet du Panama. Nous avons eu des conversations. Je pense qu'il y a eu des premiers pas importants. Nous avons des attentes que nous avons clairement exprimées lors de ces conversations. Je respecte beaucoup le fait que le Panama ait mis en place un processus. C'est un gouvernement démocratiquement élu. Il a des règles, ils ont des lois. Ils vont suivre ce processus. Mais nos attentes restent les mêmes. En particulier, je dirais simplement que les États-Unis ont l'obligation, en vertu d'un traité, de protéger le canal de Panama s'il est attaqué. Cette obligation conventionnelle devrait être mise en œuvre par les forces armées des États-Unis, en particulier la marine américaine. Je trouve absurde que nous ayons à payer des droits pour transiter par une zone que nous sommes obligés de protéger en temps de conflit. Bon, alors Jean-Éric Brunner, on a bien compris qu'il y avait un problème là entre les États-Unis et le Panama, mais surtout dès après la fin de la visite de Rubio, justement, le Panama a déclaré qu'il annonçait sa sortie du projet des routes de la soie chinoise, alors qu'il avait été le premier pays d'Amérique latine à y adhérer en 2017. Donc là, on a l'impression que quand même, ça a un petit peu marché. Oui.
D'abord, il y a eu un petit pataquès avec Marco Rubio qui avait annoncé que les droits de passage étaient offerts n'existaient plus américains. Ouais, et ça a été évidemment démenti tout de suite. Immédiatement, on a dit non, vous faites de la désinformation. Mais effectivement, il y a ce retrait, on en discutait tout à l'heure ensemble, ce retrait qui est quand même important maintenant, puisqu'il y a cette idée que Donald Trump veut remettre un pied en Amérique du Sud. Rappelons quand même que pendant son premier mandat, il a complètement délaissé l'Amérique du Sud. Et cette fois-ci, au contraire, il commence à s'y intéresser très fortement. Il a compris que c'était une clé importante pour sa politique migratoire aussi. C'est le deuxième pendant. Il n'y a pas que le côté chinois qui les intéresse, même si la Chine est un point important. C'est juste en face. Si on regarde une carte dans laquelle vous mettez l'Amérique au centre... c'est loin, mais c'est en face. C'est loin, mais c'est en face. Mais ça a beau être loin, ils sont quand même très nombreux sur toute la côte. Vous prenez de l'Amérique du Sud, tout au sud, jusqu'au nord de l'Amérique du Nord, vous avez quand même des Chinois absolument partout. Et c'est une culture qui imprègne énormément dans tous ces pays. Un mot encore sur l'immigration. Même s'il y a beaucoup d'accords apparents et que cela bougerait beaucoup, en réalité, depuis 3 semaines, il y a un retour sur l'immigration, puisqu'il y a chaque jour, 2000 personnes qui rentrent aux États-Unis et que Trump n'arrive à en renvoyer que 800 actuellement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un vrai déficit. Il avait promis d'en envoyer 1 million par an. Ça veut dire que là, ce rythme-là, il va en renvoyer 400 000. Donc il va falloir qu'il fasse une sacrée accélération. Jean-Yves Grandin, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Pascal Drouot. Allez-y, en 10 secondes. L'an dernier, Joe Biden avait renvoyé 190 000 personnes. Bon, voilà qui est dit. Merci pour les chiffres. Merci beaucoup, à vous deux d'avoir été là avec nous ce soir. Nous revenons en Europe avec la Slovaquie.